ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui j'ai décidé de t'écrire un petit texte parce qu'on va parler d'un sujet qui est si la bombe n'existait pas. Bah oui, on est tous terrorisés par la bombe et en fait, eh bien, imaginons qu'elle n'existe pas. Alors, bonjour, je m'appelle Jean-François, le créateur de la chaîne Sentier du Bonheur et nous allons parler d'un sujet assez léger aujourd'hui. Et ce sujet c'est si la bombe atomique n'existait pas. Bonjour, mais ça fait la deuxième fois que je vous dis bonjour. Je fais déjà allusion cette fois à un dossier dont vous trouverez sur la description le plus de la vidéo le lien. Vous pouvez aller là-dedans, vous pouvez aller voir, c'est très intéressant et vous y trouverez plein de détails. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Simplement parce qu'il est surprenant et que je n'en avais jamais personnellement entendu parler. Pas même sur les sites américains facilement. Depuis quelques années, on a vu ainsi fleurir des articles sur tout et n'importe quoi, qu'on a démenti par la suite tellement ils étaient tapageurs incroyables. On a parlé de complotisme. Cela était l'existence des extraterrestres, mais aussi le fait que la Terre soit plate, qu'il y ait eu avant nous des géants, ou encore que l'homme n'ait jamais marché sur la Lune. Franchement, en juillet 69, à l'époque où l'homme a marché sur la Lune, j'avais 3 ans. Alors ça fait un peu juste pour vous dire ce qu'il en est. Mais je dois vous avouer que j'ai été bluffé littéralement bluffé par le documentaire d'Arte Super qui s'appelait L'imposture de la Lune et que j'ai vu il y a quelques années sur le sujet. Ouais, c'est un super reportage, super documentaire et il était super bien fait. Je ne sais pas si vous avez vu ce montage de fait, mais c'est littéralement épatant. Bah ouais. On y explique preuve à la pluie qu'on n'a jamais pu marcher sur la Lune et que tout n'est qu'une imposture gigantesque entreprise d'enfumage, ce qui n'est pas 100% impossible du reste. Et le plus fort, c'est qu'on a fini par y croire. On finit par y croire à cette histoire de, finalement, reportage bidonné. Bien entendu, comme vous, oh là, c'est pas là. Voilà. Bien entendu, comme vous, sans doute, je pense que la probabilité que nous ne soyons jamais allés sur la Lune approche les 1%, maximum. Mais ça fait plaisir d'y penser et d'y réfléchir à ces arguments. En italien, il y a un proverbe qui dit « se non è vero e bene trovato ». Alors c'est peut-être vero, je ne sais pas. Ce qui veut dire, en 2 mots, si ce n'est pas vrai, c'est toutefois bien trouvé. Et il faut dire que ce documentaire, L'imposture de la Lune, il est drôlement bien ficelé. Et puis, ce qu'il y a de magique dans ce genre de production, c'est que vous repartez sur d'autres sites et que vous continuez votre recherche. Et vous êtes de plus en plus intéressé, de plus en plus accro, de plus en plus mordu, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que tout ça, ce sont des intox et que vous avez été bien manipulé, bien roulé dans la farine. C'est bien fait pour vous et c'est bien fait pour moi. Franchement, et avant de vous faire perdre votre temps, je veux vous dire que pour l'existence de la bombe, je ne suis pas loin de penser la même chose, mais on en reparlera plus tard. Mais rentrons dans le vif du sujet, parlons de la bombe justement. Le mot bombe vient à vrai dire du latin bombus, qui signifie bombus, bruit, acclamation. Jusque-là, rien de très incroyable, et c'est même un peu décevant au niveau étymologique. En fait, les bombes existent depuis que les hommes ont utilisé la poudre. On les appelait avant des machines infernales et elles étaient faites tout au début simplement pour faire peur ou pour plus que pour tuer. Il y avait un effet dissuasif. Puis c'est vraiment avec le début du XXe siècle que sont apparues les vraies premières bombes, qui sont telles que nous les connaissons. Fondamentalement, une bombe est formée d'une enveloppe dans laquelle est inséré un explosif, matière qui dégage une énorme quantité de gaz du fait qu'il contient à la fois le combustible et le comburant, en quantité exacte. De sorte que quand on allume une bombe, l'explosif se transforme généralement en gaz qui s'évacue en ayant une forte action mécanique. Bah oui, c'est un peu comme quand tu prends une canette de coca, puis t'imagines que tu branches un compresseur de garage dessus, puis boum, ça finirait par exploser. En matière de guerre, si le XXe siècle marque quelque chose, c'est surtout, il faut le dire, l'industrialisation de l'extermination. Alors qu'en comparaison, les guerres du passé n'étaient que des rigolades ou presque, la particularité des conflits du XXe siècle réside dans le fait qu'on a utilisé la technique et la science pour venir à bout de l'adversaire. Et dans ce domaine, on n'a pas lésiné sur les efforts et sur les moyens. Car il faut bien reconnaître que
Pris dans une guerre d'extermination où il ne restera qu'un survivant, les deux parties ont déployé des trésors d'efforts et de génie pour faire avancer, si ce n'est la science, mais la technique des destructions, la technique tout court. Il n'y avait pas le choix, c'était une question de survie ou de mort. Une course contre la montre, contre la mort, une lutte sans cadeau, sans scrupules, tous les coups étaient alors permis. Rappelons-nous à cet égard du premier avion des frères Wright, du début du siècle, sur une plage, frêle assemblage de tubes et de toiles capable de faire quelques centaines de mètres, et à ses débuts, et le B-52 dans les années après-guerre, capable d'aller larguer des dizaines de tonnes de bombes à des dizaines de milliers de kilomètres, et tout cela en moins de 40 ans, ou presque, une prouesse à elle toute seule. Pour les bombes, le chemin parcouru, certains diront sur le sentier de l'horreur, a été aussi considérable, voire pire. On se rappelle tous des photos, des premières charges qu'ont lancées des premiers avions à la main et qui devaient peser environ 5 à 6 kilos, tout au plus, ressemblant à de grosses fléchettes. Je ne sais pas si tu les as vues, mais il lançait des trucs là qui mettaient, il y avait des petits casiers dans l'avion sur le bord à l'extérieur, et puis ils lançaient leurs grosses fléchettes, puis ça tombait. Puis on évolua rapidement, et la Seconde Guerre mondiale fut bientôt l'occasion de la naissance de bombes variées, qui allaient de la bombe ordinaire à la bombe pénétrant les forteresses, ou encore même la bombe incendiaire. Toutes des horreurs produites par une espèce qui se résume sous le nom d'humanité. Quelle blague! Tous ces engins représentaient ce qu'on pourrait appeler la fin de l'évolution géologique vers ce mode d'armement. Mais les choses changèrent et on en arrive au Bomba dans les années 40. À cette époque, durant la guerre, les Américains eurent vent de recherches menées par les Allemands qui laissaient présager de la mise au point d'un nouveau type de bombe totalement révolutionnaire, la bombe atomique, issue des recherches de, entre autres, un certain Albert Einstein. Basé non plus sur une réaction chimique, mais au contraire atomique en chaîne, tu te rappelles de ce film que te passait la prof de physique en 6e, et on voit une première bille qui en touche une deuxième, qui en entraîne d'autres, et ainsi de suite. On appelle cela une réaction en chaîne. Je ne sais pas pour toi, mais dans mon collège, les billes étaient oranges. Ça n'a pas tellement d'importance. Cet objet infernal fut donc mis au point par le projet Manhattan, que les gens commencent à connaître de plus en plus en raison de la série TV qui s'est popularisé et qui est bien connu maintenant. Projet d'autant plus poussé que les Américains avaient peur de se retrouver menacés par un Hitler possédant la bomba. Maintenant, on a notre Poutine qui possède des bombas, mais bon. Manhattan fut une aventure humaine, le projet Manhattan, qui mobilisa une énorme quantité de personnes, près de 100 000 par an, durant plusieurs années, et plusieurs prix Nobel, je crois qu'ils étaient une dizaine ou une douzaine, époustouflant bien plus que les pyramides. Au chapitre des extrêmes, on notera à cette occasion la construction d'une usine d'enrichissement de plus de 1 km de longueur à elle seule, toujours en cours de décontamination à l'heure actuelle, 80 ans plus tard. Ça t'en dit long, hein. Mais non, c'est pas une blague. C'était une petite blagounette là, mais non, c'est pas une blague, hein. C'est vrai, ça existe, hein. Ils sont encore en train de la décontaminer. Mais ce fut en août 1945, alors que la guerre était terminée en Europe, 8 mai 1945, que les Américains larguèrent sur les deux villes martyres Hiroshima et Nagasaki 2 bombes atomiques. Officiellement, ces 2 dates, du 9 et du 12 août, marquent le début de l'utilisation du nucléaire comme une arme de guerre. C'est du moins ce que nous avons tous appris et que personne n'avait jamais remis en cause jusque-là. Bah oui, pourquoi imaginer le contraire puisqu'on nous le dit ? Et c'est cela que je voulais t'entretenir, car tout le monde a toujours considéré cette affirmation comme vraie, jusqu'à maintenant. Même moi, qui, il y a quelques jours, suis tombé sur un dossier qui mettait le doute dans les esprits. Comme je l'ai dit, nous sommes à une époque où les fausses nouvelles fleurissent, et il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est la rançon de l'info en continu. Avant, il fallait des années pour apprendre les nouvelles. Mais maintenant, tout se passe à la nanoseconde. Et si un chameau pète de travers dans le Sinaï, tu le sais dans les 3 secondes. Encore qu'un chameau, j'en suis pas certain. Dans mon cas, je t'avoue que ce n'est pas tant l'information en elle-même qui m'intéresse, mais les arguments qu'on développe et le processus mental qui fait qu'on en arrive progressivement, au fur et à mesure, à prendre des vessies pour des lanternes. Ouais, c'est plutôt ça qui m'intéresse, moi, parce qu'en fait, pour ce dossier, il faut bien dire que les informations sont bien présentées et qu'elles donnent envie d'y croire, même si l'auteur paraît pour le moins plus ou moins crédible.
Je ne ferai pas l'offense à l'auteur de te répéter ou de te relire l'intégralité des 20 pages. Ce ne serait ni fair-play, car j'aurais piqué des informations, et ce ne serait non plus pas légal. Mais je vais tout de même... Mais je vais tout de même révéler avec toi, relever avec toi des points qui m'ont marqué et qui ont fait mouche chez moi dans ma manière de penser. Le premier indice qui me ferait douter et que j'avais déjà remarqué voilà plusieurs dizaines d'années avec Hiroshima est que les constructions sous l'épicentre de l'explosion ont subi des dégâts mais qu'elles n'ont pas été complètement détruites. Or, on nous parle de plusieurs milliers de degrés, voire de millions de degrés au centre, au point zéro, et on voit encore des murs qui tiennent juste sous l'explosion à l'épicentre. Si tu observes bien, tu verras qu'il reste en effet un pont et même des arbres qui n'ont pas brûlé complètement. Je t'avoue que quand j'avais appris cette info, je l'avais accueillie avec un peu de surprise dans la mesure où, il y a quelques années, on ne comprend pas tellement comment les bâtiments en dur, situés juste sous la bombe à 600 mètres assez verticale, ont pu résister et rester presque intacts. Un autre fait troublant, et je l'ai appris récemment, cette fois-ci, est que la ville d'Hiroshima, comme celle de Nagasaki, était principalement construite en panneaux de bois et de toile. On se rappelle qu'il s'agit là d'une ville située au Japon et donc sur un terrain sismique. Or, cela signifie que, comme le dit l'auteur du dossier, fort judicieusement, quelques tonnes de bombes incendiaires auraient pu faire le même effet qu'une bombe supposée atomique. On le prouve en montrant à titre de comparaison des photos d'autres villes nippones, comme par exemple Tokyo, très touchées par les bombes incendiaires. Mais il existe une donnée qui s'oppose à cette version du bombardement conventionnel à la bombe incendiaire, qui est que seulement 3 superforteresses firent le voyage pour bombarder la ville. Les serveurs des batteries de DCA le confirmèrent par la suite au matin du 9 août 1945 vers 8 heures, si c'est pas de l'intox. On peut donc penser que si on s'en tient à cette donnée, il est difficile de soutenir que 3 superforteresses, même superchargées, c'était des superforteresses, il y a un petit coup, il y a un petit clin d'œil, chacune d'environ 25 tonnes de bombes, aurait pu ainsi exterminer 75 000 personnes et rayer une ville entière de la carte en quelques secondes. Si on oublie ce détail, on peut en revanche imaginer qu'une centaine d'avions auraient pu faire des dégâts considérables. Pour ce qui est du reste, il y a encore des choses curieuses. Au nombre de ces détails, le fait que la ville a continué sur le site après l'explosion et qu'il existe maintenant des personnes qui vivent sur les lieux alors qu'on nous dit que les radiations restent durant des milliers d'années. Allez y comprendre quelque chose. Certains ont soutenu que les Japonais auraient pu trouver un avantage à considérer qu'ils avaient été battus par la bombe atomique et pas directement par les Américains, ce qui aurait représenté une raison logique et honorable d'arrêter une guerre qui n'avait déjà que trop duré et épuisé les belligérants, notamment lors des bombardements à la bombe incendiaire contre les principales villes japonaises, comme ça s'est vu à Dresde en Allemagne. Mais quittons la période de la guerre et parlons des essais nucléaires. J'ai dit tout à l'heure que la bombe atomique n'avait été utilisée que 2 fois depuis la guerre, et c'est à la fois vrai, mais aussi faux. La bombe atomique, en réalité, n'a été utilisée comme arme que 2 fois après la guerre. Mais cette petite étude rapide du sujet ne peut pas passer sous silence les nombreux essais qui ont été conduits depuis 1945, ou aériens, ou alors souterrains. Essais menés par centaines des 2 côtés, occidental et russe, et même français. J'ai bien dit des centaines de fois. Il faut bien comprendre que tout le monde s'accorde sur le fait que la principale différence entre une bombe dite conventionnelle à l'explosif chimique, telle que celle utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, et la bombe atomique, est l'échelle de puissance qui sépare les 2 procédés. Ah oui, en fait, on a un procédé d'un côté chimique et de l'autre côté un procédé atomique. Si de mémoire, on a fabriqué des bombes conventionnelles qui pouvaient faire jusqu'à une dizaine de tonnes, celles-ci n'en étant pas moins limitées par la nature même de l'explosif employé, en effet, il faut reconnaître que même si elle est proprement terrifiante, la puissance destructrice d'une bombe conventionnelle est bêtement proportionnelle à sa masse. C'est la raison pour laquelle les B-52, ces bombardiers super véloces, furent mis au point pour transporter justement de grosses charges.
Et puis, en août 1945, et à la fin du paradigme, pour ce qui est de la bombe atomique, au contraire de la puissance est autrement considérable et ne dépend plus du tout de la masse. C'est ainsi qu'on parle de puissance de bombe atomique au minimum en kilotonnes équivalent TNT, trinitrotoluène, et souvent en mégatonnes équivalent TNT, qui correspond à 1 million de tonnes TNT. Pour donner l'idée de la puissance d'une tonne de TNT, sachez qu'on fait très bien sauter toute une maison avec une dizaine de kilos d'explosifs et que les quelques grammes suffisent à souffler une porte pour l'ouvrir quand le GIGN veut entrer rapidement dans un appartement. Donc vous voyez que c'est quand même assez puissant. Dans ces conditions, on se rend compte que la puissance dévastatrice que peut constituer une bombe de 1 kilotonne, soit 1000 tonnes de TNT, est énorme. Un seul mot s'impose, la puissance est tout simplement terrifiante. Et c'est pas pour rien qu'on a peur des bombes atomiques. À titre de comparaison encore, la bombe constituée par les engrais de l'usine AZF de Toulouse représenterait près de 300 tonnes seulement, si on peut dire, et fit à elle seule un cratère de plusieurs mètres de profondeur, ainsi qu'elle causa des bris de carreaux à plus de 3 km à la ronde. Toutefois, l'auteur de la documentation, alors on comprend à travers ces exemples simples que la puissance explosive des bombes atomiques est sans commune mesure avec celle de leurs sœurs chimiques. Et au premier abord, cette seule différence devrait pouvoir expliquer qu'on ne mette pas tous nos œufs dans le même panier. Toutefois, l'auteur de la documentation indique que, curieusement, les champignons atomiques observés sont assez souvent de couleur rouge, exactement comme les explosions traditionnelles, par exemple d'usines d'hydrocarbures. Cette comparaison de photos donne à penser que certains, lors des essais, auraient pu recourir à des explosifs classiques et par là réaliser une bombe plus spectaculaire que puissante. Hypothèse étayée par le fait qu'on nous dit que, par exemple, 1 heure après l'explosion, des soldats eurent la mission de planter le drapeau sur le point zéro, en Algérie au Sahara, lors de l'explosion gerboise bleue. Or, si la bombe avait été atomique, les radiations à ce point d'1 heure plus tard auraient été telles que personne n'aurait pu aller sur les lieux, qui plus est non complètement protégés, ce qui ne fut pas le cas. Mais il existe encore d'autres détails curieux, comme par exemple le fait que sur les photos de l'explosion, que je ne peux pas hélas vous montrer, mais que vous retrouverez facilement dans le dossier, on voit de grosses traces noires qui semblent avoir été des traces de suite de l'explosion. Mais quelle est donc cette matière qui, en plein désert de sable, endroit vide par excellence, par définition, a bien pu se carboniser ? On a beau chercher, on ne voit pas, si ce n'est un hydrocarbure. Bref, certains de ces phénomènes sont tout simplement troublants, d'autant plus troublants que les premiers essais dans le désert algérien du Sahara furent menés en utilisant une tour de 70 mètres de hauteur. Il existe un autre détail qui pourrait apporter de l'eau au moulin des partisans de la bomba et duquel nous n'avons pas parlé jusque-là. Les bombes atomiques dégagent de la radioactivité et donc projettent aussi des radioéléments dans l'atmosphère. Fort justement, si on avait utilisé une bombe conventionnelle, fût-elle de forte puissance, jamais on aurait pu, ou on aurait dû retrouver de radioactivité. C'est vrai, et la remarque est très juste, mais personne n'empêchait de placer des matières radioactives au centre ou avec de l'explosif conventionnel du type TNT, ce qui aurait ainsi dispersé des radioéléments très nocifs. On appelle ça actuellement des bombes sales aussi. Comme on le dit, cette argumentation ne tient pas vraiment. À vrai dire, ce qu'il y a de passionnant dans ces questions, c'est que à chaque fois qu'on avance ces pions, comme dans une partie d'échecs, à chaque fois qu'on avance des arguments, eh bien à chaque fois on retrouve une thèse et une antithèse, et c'est ça qui donne beaucoup de plaisir. C'est ça qui donne beaucoup qui permet de s'amuser. On a l'impression un peu qu'on est dans une partie d'explication, partie de jeu, on joue finalement à avancer des arguments. Au nombre des remarques judicieuses contre la thèse de l'impossibilité d'une bomba, on note deux participants de poids. Le premier est que si vraiment la bomba n'avait jamais existé, alors on se demande pourquoi tout le monde, y compris les ennemis de la guerre froide, aurait gardé le secret. Oui, tu sais, c'est un peu pareil que l'histoire cette fameuse histoire de l'imposture de la bombe. L'imposture de la Lune. Si les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune, on se demande pourquoi les Russes n'auraient pas dit. Voilà. Certains soutiennent à cet égard que le secret aurait été tellement bien gardé que même certains chefs d'État en auraient été écartés, croyant disposer d'une arme redoutable dans leurs arsenaux, mais n'ayant rien finalement
dans la culotte. Le deuxième problème pour les tenants de la thèse de la bombe atomique, somme toute conventionnelle finalement, réside dans le fait que les essais ont été menés avec des bombes de plusieurs mégatonnes dans le Pacifique et en Nouvelle-Zélande, et que même avec beaucoup de bonne volonté, on ne peut, avec de l'explosif traditionnel, tenter d'imiter les essais de bombes plus petites. C'est là simplement une question d'échelle. C'est un point de marqué, mais les sceptiques répondent par des questions troublantes. En effet, sur les maxis essais du Pacifique, ceux où on voit les bateaux de guerre couler par la bombe qui explose, comment se fait-il que l'on enregistre à peine un souffle à 6 km seulement du point zéro alors que la bombe fait plusieurs mégatonnes ? Tout aurait dû être dégagé, et c'est un point de marqué. Un autre détail troublant, quand on observe l'explosion, on voit que la bombe explose en faisant comme un jet circulaire, et non une diffusion concentrique. Ah oui, je sais pas si tu t'es amusé à faire péter des pétards, mais quand tu mets un pétard dans l'eau, ça pète comme ça, tu sais, ça part comme ça. Là, tu vois, ça part comme ça vers le haut, comme s'il y avait un canon de fusil, comme s'ils avaient fait un trou de je sais pas combien de 1000 mètres, et puis qu'ils aient mis la bombe tout au fond, ce qui n'est pas possible. Il faudrait m'expliquer. Cela fait penser que tout s'est passé comme si on avait disposé tout autour du lagon, puisqu'à cette époque on procédait avec des lagons, un anneau d'explosifs qui aurait explosé comme un collier de perles, d'où l'explosion de forme circulaire. Mais ça ne résout pas le problème des milliers de tonnes d'explosifs dont il aurait fallu disposer. Mystère, oui, parce qu'il aurait quand même fallu disposer de pas mal de tonnes. En guise de fin sur le sujet, je ne saurais que trop te conseiller de parcourir ce dossier que je soumets à ta sagacité dans la description de la vidéo. Je prétends pas surtout vouloir dire que la bombe n'existe pas, mais avoue avoir été amusé de passer du temps à parcourir ces quelques pages. Elles sont une vingtaine au plus, et j'ai été captivé, et je vous souhaite de l'être aussi. Si vous avez du temps, allez particulièrement voir l'exploitation de la bombe du point de vue médiatique à Las Vegas à cette époque. C'est ainsi que les explosions qui avaient lieu régulièrement faisaient l'objet de fêtes et de promotions proprement stupéfiantes. C'était des objets, il y avait des objets dérivés. Il y avait même une Miss Bombe élue qui, comme le veut la logique, avait une robe en forme de bombe de champignons atomiques. Vous avez deviné ? Oui, ça faisait un gros champignon atomique joufflu, c'était Miss Bombe. Ce sont des détails qui ne s'inventent pas à cette époque. J'avais promis de vous donner mon avis dans cette vidéo et je le vous livre en vous disant que bien entendu, je ne peux pas croire à 100% à la bombe qui n'existerait pas. Mais qu'en revanche, je peux croire peut-être à 1% à la bombe qui n'existerait pas. C'est comme avec l'imposture de la Lune, pareil. Pourtant, la différence avec l'imposture de la Lune, c'est que si je me fous totalement de savoir si on est allé sur la Lune, parce qu'en fait on n'en a rien à faire, j'aurais aimé que la bombe atomique n'existât pas et que ce soit finalement pour l'humanité un mauvais souvenir. Mais ne rêvons pas. Toutefois, je me rends compte maintenant que je commence à devenir psychopathe dans la mesure où je suis capable de faire accepter à mon cerveau, mon pauvre cerveau, 2 affirmations. C'est complètement fou, 2 affirmations contradictoires. D'habitude, tu crois une chose et l'autre, mais pas les deux à la fois. C'est peut-être comme cette histoire du chat de, je ne sais plus comment il s'appelle, la physique quantique, Kanninger, qui est à la fois mort et vivant dans la physique quantique. Une expérience inoubliable, comme le dit la pub des parcs de loisirs. Nous vivons définitivement une époque merveilleuse où on est, nous, virtuellement morts ou vivants, c'est selon. Oui. J'espère que cette petite présentation t'a plu et t'invite à t'abonner pour nous permettre de continuer. J'ai aussi mis dans la description de la vidéo le lien vers la vidéo de soutien de Thierry Casasnovas et aussi un lien pour soutenir la Croix-Rouge en Ukraine. N'hésite surtout pas à commenter, à nous donner ton avis. Belle et bonne soirée l'ami. On se retrouve très bientôt. C'était Jean-François pour Sentier du Bonheur.